Bonjour à toutes et bonjour à tous, et nous revoici pour une nouvelle vidéo où on va parler un peu de la programmation orientée objet. Vous savez, on n'a pas toujours eu la programmation orientée objet, quand on faisait des langages comme du C ou même à une certaine époque du PHP. On n'avait pas de programmation orientée objet, on faisait de la programmation procédurale et on n'avait pas besoin de tout ce qui était classe et compagnie. Mais quand même, aujourd'hui, je pense que vous pouvez attester que la plupart des langages modernes ont une programmation orientée objet. Pourquoi ? Derrière, il doit bien y avoir quelque chose qui fait que derrière, les concepteurs des langages décident que c'est quand même mieux d'être orienté objet. Il y a bien quelque chose que ça apporte. Et en réalité, il y a 3 concepts qui sont extrêmement importants en programmation orientée objet et qu'on appelle les piliers de la programmation orientée objet. Donc le premier concept, c'est ce qu'on appelle l'encapsulation. Comme je le disais avant, quand on avait un programme, on était en procédural, il n'y avait pas de classe, il n'y avait que des fonctions, et évidemment un espace mémoire où on allait manipuler ce qu'on appelait des variables. C'est toujours le cas, évidemment, mais c'était un grand fourre-tout. Notre programme était composé de milliers de fonctions, qui avaient de toute façon une portée globale, quasiment. Enfin, portée globale, du moment que les fichiers étaient inclus. Et puis derrière, voilà, on s'amusait avec des trucs qui étaient en mémoire, avec peut-être des variables qui avaient des portées seulement à la fonction, d'autres au programme complet. Mais on pouvait trouver de tout. On me donnait une variable, moi je ne pouvais pas vous dire cette variable elle est relative à ça, et à ça, ou à ça. À moins que, évidemment, elle soit bien nommée. Mais ça restait quand même un peu le bordel, il faut l'avouer. Du coup, vient le principe de l'encapsulation. Cette fois, en fait, on va regrouper notre code par différentes fonctionnalités. On va les regrouper dans des cases, et ces cases, on va les appeler classes. Chacune de ces classes va avoir ses propres fonctions relatives à ce qu'elle fait, et va utiliser ses propres variables. Donc elle va avoir son propre espace de mémoire. Et ainsi, derrière, ça va permettre d'avoir une meilleure organisation du code, car par exemple, je sais que dans ma classe news, par exemple, je vais avoir tout ce qui est relatif à une news, et inversement, sur mon cru de news, ou mon article manager, ou ce que vous voulez, je sais que je vais y retrouver mon create, mon update. Voilà, ça me permet en fait d'avoir une meilleure lecture et une meilleure visibilité de mon code, d'avoir une meilleure séparation aussi des ressources. Par exemple, si une variable, elle n'est accessible que dans ma classe news, alors elle ne sera pas accessible sur un autre périmètre. Et surtout, en fait, le gros avantage de recouper cela en briques, tout simplement, en briques logicielles, c'est qu'en plus de ça, lorsque on a une nouvelle librairie, framework, ce que vous voulez, lorsqu'on a du nouveau code à injecter, en fait, il nous suffit de rajouter une nouvelle brique, et ensuite de s'occuper simplement de faire les liens ici et ici entre nos différentes classes. Ici, cette classe utilise cette classe et cette classe utilise cette classe. J'aurai juste à utiliser des liens qui sont faits ici. Et ces liens, ça va être quoi ? Ça va être les getters, ça va être les setters. Ici, je n'aurai pas forcément à savoir quel est tout le mécanisme qu'il y a derrière. Je me moque de savoir comment ça fait. Je sais que je vais avoir une fonction qui va me retourner un entier et qui, je sais pas, j'ai une fonction, imaginons j'ai une bibliothèque de mathématiques, j'ai une fonction qui s'appelle racine carrée, je sais que cette fonction, elle va me prendre un nombre en entrée, puis elle va me retourner sa racine carrée en sortie. Derrière, comment est-ce qu'elle le fait ? Est-ce qu'elle l'a recalculé avec une méthode babylonienne ou j'en sais rien ? Peu me chaud. Je m'en moque. Moi derrière, je n'ai pas à savoir comment marche derrière cette brique. J'ai juste à savoir comment est-ce que je peux l'utiliser, comment je peux interagir avec elle. Et en fait, tout ça, c'est le principe d'encapsulation. En fait, les fameuses briques que j'explique depuis le début, c'est des capsules, on les a fermées hermétiquement, et derrière, il y a juste des boutons d'interaction qui nous permettent de pouvoir accéder à des valeurs, de pouvoir calculer un résultat, de retourner une vue, de faire ce que vous voulez. Mais derrière, en fait, vous ne voyez pas le traitement. Alors évidemment, vous pouvez le voir ou potentiellement pas, mais le grand avantage, c'est que derrière, en fait, pour l'utiliser, vous n'avez pas forcément besoin de connaître le traitement. Ensuite vient l'héritage. Imaginons ici, j'ai créé un RPG, et j'ai créé 2 classes qui sont tout simplement des magiciens qui jettent des sorts, et des guerriers qui attaquent et qui protègent.
C'est très bien, sauf qu'aujourd'hui, les magiciens et les guerriers, ils sont capables de se déplacer, ils sont capables de manger, ils sont capables de dormir. Ça veut dire qu'il va falloir que je mette toutes ces fonctions dans toutes les classes? C'est ça que ça veut dire? Ça veut dire que je vais devoir recopier et me taper tout ça à la main? Et là, ça va que j'ai 2 classes, mais que si j'en ai 100, il va falloir que je me tape 100 fois le même code. Non, c'est pas possible. Heureusement, non. Enfin, si, c'est possible, mais ce n'est pas comme ça qu'on va faire. On va factoriser le code. Et on va factoriser ce code via ce qu'on appelle une classe mère. Ici, on va se créer une classe qu'on va appeler personnage, qui va avoir la plupart des caractéristiques d'un personnage. Donc un personnage peut se déplacer, un personnage peut parler, un personnage peut manger. Et donc ici, automatiquement, mes classes qui vont hériter de cette classe mère va également hériter de l'ensemble de ces fonctions, que du coup on appelle méthode. Ce qui veut dire que du coup mon magicien pourra se déplacer, mon guerrier pourra se déplacer sans que j'ai obligatoirement la nécessité de mettre une fonction se déplacer dans le code de mon magicien et de mon guerrier. Je peux faire quelque chose de générique qui sera juste porté par mon personnage. Après, rien ne m'empêche évidemment de mettre des fonctions et des méthodes spécifiques à mes magiciens et à mes guerriers, par exemple jeter un sort ou attaquer et protéger, qui ne sont pas ici dans la classe personnage, mais j'ai pu factoriser tout le code qu'ils avaient en commun dans une classe parent, et c'est là un des grands avantages de l'héritage. Et là, je vous l'ai fait dans le sens monté, ici j'avais 2 classes et j'ai factorisé, sauf que évidemment, derrière, si demain je dois rajouter une nouvelle classe, par exemple soigneur, alors je n'aurai juste qu'à créer une nouvelle classe soigneur avec les dons spécifiques de cette classe, donc ici soigner, et ensuite, naturellement, elle héritera de se déplacer, parler, manger, et je n'aurai rien besoin de faire en plus. Ça reste quand même quelque chose de formidable, l'héritage. Ça vous permet d'économiser bon nombre de recopies de code, ce qui est quand même assez nocif, notamment lorsque l'on doit changer le code. Imagine, je souhaite changer la manière dont un personnage va se déplacer, alors il faudrait que ici je modifie mes trois personnages. Ça serait compliqué. Ici, comme j'ai factorisé le code, j'ai juste à le modifier qu'à un seul endroit, et voilà, problème résolu. Et enfin, le polymorphisme. Alors le polymorphisme, c'est le fait qu'il y a plusieurs formes. Nos objets ont plusieurs formes. En fait, ça découle un peu de l'héritage. Comme je vais reprendre l'exemple du coup précédent, donc j'ai un personnage. Ce personnage a 3 classes filles, c'est le magicien, le guerrier et le guérisseur. Donc ici, en fait, vous voyez que quand on dit personnage, ça peut avoir plusieurs formes. Car en tant que tel, un magicien est un personnage, un guérisseur est un personnage, un guerrier est un personnage. Le polymorphisme, c'est que par exemple, lorsque je fais un tableau de personnages, derrière, je n'ai plus seulement que des personnages. Je peux contenir à l'intérieur de ce tableau des personnages certes, mais également des sous-types, des sous-classes. Donc ça peut être, je peux contenir des magiciens, des guerriers ou des guérisseurs. Et c'est le fait d'être capable de mettre en fait des classes filles dans des variables de type de la classe mère, ça c'est du polymorphisme. Pourquoi ? Parce que c'est dû, comme je vous l'ai dit, à l'héritage, c'est que derrière, en fait, tous nos magiciens, tous nos guerriers et tous nos guérisseurs ont hérité des fonctions se déplacer, parler et manger. Donc quoi qu'il arrive, en fait, ici, ils ont hérité. Alors soit ils ont pu les spécifier, les overrider comme on dit. Dans ces cas-là, il faut ici préciser que ces fonctions soient virtuelles. Et ensuite, ici, on est capable de overrider, c'est-à-dire de mettre un comportement spécifique dans nos méthodes par rapport aux méthodes de la classe mère. Mais le fait est que nous sommes aujourd'hui capables de pouvoir contenir, par exemple, un tableau de personnages. Et lorsque je dis à tous les personnages de parler, alors le guérisseur va dire quelque chose de différent que le guerrier, qui va dire lui-même quelque chose de différent que le personnage, mais dans tous les cas, moi ce que je vais avoir c'est un tableau de personnages, et là, dans tous les cas ce que je vais faire c'est que je vais prendre un personnage et je vais lui dire parle. Donc je vais appeler la fonction parler, et c'est tout. Et le polymorphisme permet ça. Ça permet à un élément du type de la classe mère de pouvoir prendre des valeurs de sous-type, donc en réalité de sous-classe, de classe enfant,
et derrière de pouvoir appeler ces dites classes tout en faisant une différenciation possible si tant est que les méthodes de la classe mère sont considérées comme virtuelles et qu'on a overridé évidemment dans les classes enfants. Donc cette vidéo, voilà, elle était extrêmement conceptuelle. Le but était vraiment de bien comprendre et de bien définir quels sont les 3 piliers de l'orienté objet, parce que je pense qu'il y a beaucoup de développeurs qui sont capables de le faire, de l'orienté objet, qui utilisent les classes, etc. Et si demain en entretien on vous pose la question, c'est quoi l'orienté objet, qu'est-ce qu'il a apporté de plus par rapport à la programmation procédurale classique, et ben il faut bien citer ces 3 points, c'est les 3 points qui sont extrêmement importants. Si vous me dites juste ça permet de mettre chacun dans des cases, de regrouper par fonctionnalité, on va dire, ça, vous me dites juste quoi, un tiers de tous les apports de la programmation orientée objet. Vous me dites juste l'encapsulation. Non, c'est vraiment... Alors évidemment, il y a beaucoup plus derrière avec la programmation orientée objet. Hein. On peut mettre des classes abstraites, on peut faire des trucs finales, et voilà, des interfaces. Il y a des trucs qui sont un peu plus... qui sont différents, on va dire, mais vraiment les 3 apports clairs et nets qui ont fait basculer les développeurs dans la programmation orientée objet, ce sont vraiment ces 3 piliers-là. Alors voilà, je pense que c'est une vidéo qui est assez courte, qui n'est pas forcément technique, mais qui est niveau concept assez important. Je l'ai fait un peu vite, je l'ai fait un peu comme ça, donc j'espère malgré tout que vous êtes arrivés à comprendre ce que j'ai voulu dire, et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.